Donc, nous accueillons notre prochaine conférencière, Madame Francine Mainville, que je vous présente à l'instant. Née à Montréal, Francine Mainville travaille depuis plusieurs années dans divers domaines artistiques et culturels. Ayant obtenu le rôle principal dans le film Crazy Weekend du producteur James Blake, elle travailla par la suite à titre de chorégraphe pour les défilés de mode et spectacles à l'Académie Marie Papillon. Elle a publié quelques ouvrages, dont le livre pour enfants Platon le Suricate, qui fut très bien reçu par la presse. Elle remporta quelques concours, dont le deuxième prix au concours Europoésie à Paris sur le thème Protection de l'enfance au profit de l'UNICEF. Francine Mainville s'intéresse de très près aux problèmes liés à la crise de COVID-19, aux mensonges des gouvernements et au silence des médias. Elle nous fait donc part de ses inquiétudes. J'ajoute aussi que Mme Mainville a travaillé pendant une vingtaine d'années dans le domaine, on pourrait dire, des chiffres comptables dans une très grande entreprise du Québec. Elle est donc très intéressée par ce qui est des chiffres et des statistiques, ce dont elle va nous faire part à l'instant. Donc, Francine, à vous la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais commencer, je vais faire en deux temps. Je vais commencer par vous montrer un tableau. Bon, évidemment, il va y avoir des chiffres. Je vais essayer de pas trop m'éterniser là-dessus parce que donc, on va commencer. Moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé à accumuler les chiffres au niveau des décès via les populations, dont les CHSLD et dans la communauté. Alors, j'ai commencé le 29 mai à faire ce tableau-là que vous Un voyez. instant, Francine. Un D'accord. instant, Francine. Je vais essayer d'aller chercher le tableau, là, ça sera pas long. D'accord. C'est bon. Bon. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un cumulatif des décès selon le milieu de vie au Québec. Alors, si on commence avec le 29 mai ici, dans les CHSLD, ce qui est important de savoir, c'est que à partir du 29 mai, il s'est cumulé 2974 décès dans les CHSLD au Québec. Il faut comprendre que dans les CHSLD au Québec, il y a 40 000 résidents. Alors, si on compare avec les RI en dessous, qui veut dire les résidences intermédiaires, toujours des personnes en difficulté, des personnes vulnérables, les RPA, les résidences pour personnes aînées, âgées, et dans la communauté, nous tous. Alors, si vous remarquez, nous sommes, moi j'ai déduit évidemment les chiffres au niveau des résidents CHSLD, RI et RPA, et nous sommes 8 221 109 citoyens à part de ces établissements-là. Alors, si vous remarquez, on était déjà rendu à 2974 décès dans les CHSLD et dans la communauté, 420 décès. Je vais vous donner les pourcentages après. Alors, moi, je vais descendre ici. Alors, j'ai continué comme ça. Ce qui est important de dire, si vous remarquez, en dessous de la CHSLD, j'ai indiqué le personnel de la santé portait le masque avec le protocole sanitaire élevé. Et à ce temps-là, en mai, l'armée était là en renfort et les visites étaient interdites. Puis nous, dans la communauté, le masque n'était pas encore obligatoire. Alors, on peut faire le lien. Donc, on continue ainsi le 29 mai et jusqu'au 17 de juin, ça continue. Alors, le protocole est toujours là, comme vous pouvez voir dans les CHSLD, et il y a 480 décès de plus. Dans la communauté, on porte toujours pas le masque. Il y a 72 personnes de plus décédées sur une population de plus de 8 millions. Je vais descendre encore ici. Alors là, on se retrouve en juin et juillet. Toujours la même chose dans les CHSLD, sauf que les visites sont autorisées. Alors, mais c'est une personne à la fois selon un horaire précis. Alors là, on se retrouve encore avec 210 décès de plus. Et puis, toujours la même chose, le masque n'est pas obligatoire dans la communauté. Il y a 49 décès de plus. Alors, on peut comprendre les différences.
Alors, si on continue encore, de juillet à août, les visites toujours autorisées. Là, il y a 2 morts en moins. Bon, il y a de la erreur dans les CHSLD. Et nous, à ce moment-là, à partir du 18 juillet, le masque était obligatoire pour les citoyens dans les endroits fermés. Il y a 42 décès de plus. Alors, c'est pas... si on voit la différence avec masque ou sans masque, c'est parce que là, la courbe, elle descendait. On va y aller comme ça. Alors, on continue ici. Pour finir, du 18 août au 30 septembre, parce que là, évidemment, il fallait que je m'arrête au 30 septembre. Je vais vous dire pourquoi après. Pardon. Donc, ici, dans les CHSLD, on a 31 morts de plus et dans la communauté, 29 de plus. Là, je vais descendre ici, là, vous allez comprendre où je vais en venir. J'ai arrêté le 30 septembre parce qu'à compter du 1er octobre, on était en alerte rouge. Dans certaines régions, c'est-à-dire le Grand Montréal, ainsi que Chaudière-Appalaches et Québec. Alors, ils ont décidé de mettre en alerte rouge sans justification valable selon les données visées, ni preuve scientifique hors de tout doute raisonnable. Fermeture des bars, restaurants, musées, théâtres, cinémas, salles de spectacle. Interdiction de visite à domicile, incluant la famille proche. Amende de 1 000 $ à 6 000 $, plus les frais de 546 $ par tranche de 1 000 $. Masque obligatoire lors de manifestations. Interdiction pour les personnes en zone rouge d'acheter dans les épiceries ou les restaurants en zone orange et jaune. Action de grâce annulée, défilé du Père Noël annulé et d'autres mesures peuvent s'ajouter comme M. Legault, le premier ministre du Québec, a mentionné. Là, ici, si on regarde le pourcentage des décès selon le milieu de vie au Québec, OK? Le 30 septembre, dans les CHSLD, il y a 3 693 décès, donc depuis le début de la pandémie. Donc, on parle de 9,23 %. C'est quand même beaucoup. Dans les résidences intermédiaires, il y a 16 500 résidents au Québec dans ces résidences-là. Il y a 227 décès, donc pour un 1,37 %. Résidence pour personnes aînées, 170 000 résidents, 981 décès, fait qu'on est à 0,577 %. Et dans la communauté, où il y a plus de 8 millions de personnes, on est à 612 décès. Si on regarde le pourcentage, on est loin, là. On est loin des CHSLD. C'est 0,0074 %. Et là, on nous a accusés à Montréal d'être l'épicentre, nous, là, les citoyens, d'être l'épicentre de la pandémie. Alors, si on regarde à Montréal, je ne parle pas du Grand Montréal, mais Montréal-Centre, dans les CHSLD, il y a 14 476 résidents. Il y a 2 437 décès depuis le début. On est à 16,84 %. Dans la communauté, approximativement, parce qu'il fallait que je réduise les résidences intermédiaires et les résidences personnes aînées à Montréal, mais ça, j'avais pas vraiment les chiffres exacts. Donc, on est plus de 2 millions à Montréal, mais moi, j'ai mis 1,9 million approximatif. Alors, il y a 301 décès. On est à 0,0158 %. Alors, on est loin des CHSLD. Alors, qu'est-ce qui est important ici? Le nombre de dépistages depuis le mois de mars dernier a quintuplé pour passer de 6 000 à plus de 30 000 tests quotidiennement. C'est sûr qu'il y a plus de cas. Et ici, j'ai mis dans le bas de la page Data Bene parce que c'est important de dire que le nombre de décès provient du site officiel de l'Institut national de santé publique du Québec, Centre d'expertise et de référence en santé publique. J'ai mis la source au bas. Là, c'est terminé pour ce tableau-là. J'ai commencé par ça pour vous faire comprendre c'est quoi comment moi, c'est pas seulement moi, là, mais où on en est avec tout ça. Alors, vous comprendrez, selon les chiffres que je vous ai mentionnés, via les pourcentages de décès, le problème provient des CHSLD. Hein? Alors, les CHSLD, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est des centres hospitaliers de soins de longue durée. Alors, en septembre 2019, à l'Assemblée nationale, dans son rapport 2018-2019, Marie Rainfray, la protectrice du citoyen, déplore une fois de plus
parce que ça fait des années que ça ne va pas bien dans les CHSLD, il y en a plusieurs qui le savent. Alors, le gouvernement a changé, c'était François Legault qui était entré au pouvoir, mais les problèmes rencontrés par les personnes âgées vivant dans ces CHSLD-là demeurent toujours, quant à eux, inchangés. Puis je rappelle ici qu'en 2002, M. François Legault, présentement premier ministre du Québec, mais à l'époque, en 2002, était ministre de la Santé, avait, malgré des plaintes à répétition, dans le but de climatiser les CHSLD, avait dit que ça coûterait trop cher pour climatiser les CHSLD et qu'il y avait d'autres préoccupations, d'autres priorités. Alors, c'était juste pour vous, faut rappeler ce temps-là. Alors, année après année, pour revenir à la protectrice du citoyen, elle pointe du doigt d'importantes lacunes du réseau de la santé et des services sociaux, visant particulièrement les soins à prodiguer aux personnes âgées en perte d'autonomie, aux malades et aux personnes lourdement handicapées. Puis même elle, d'ailleurs, elle est obligée, comme elle a mentionné, a dû intervenir pour une personne lourdement handicapée pour qu'elle puisse être accompagnée aux toilettes le temps nécessaire, parce que le temps accordé était de 30 minutes, qui était réduit à 10 minutes. Et ça devenait une source de grand stress pour cette personne. Alors, à travers de ça, toujours pour rester avec le gros problème des CHSLD, Paul Brunet, avocat et président du Conseil pour la protection des malades, en 2018, a émis une poursuite contre le gouvernement du Québec pour maltraitance dans les CHSLD. Vous allez avoir tous les liens par la suite là, de ce que je mentionne. Puis de plus, en avril dernier, en lien avec la COVID-19, le Conseil pour la protection des malades a déposé une plainte parce que les résidents ont été victimes de discrimination et d'exploitation en raison du manque de soins fournis par ces établissements. Puis Paul Brunet écrit des milliers de personnes âgées ont été maltraitées, négligées. Plusieurs sont décédés alors que le gouvernement, les autorités sanitaires, les CHSLD, les résidences pour personnes âgées les ont exploités et violé leurs droits fondamentaux à la dignité, à l'intégrité et à la sécurité de leurs personnes. Je vais vous dire pourquoi je dis ça, parce que je mets un point très fort là-dessus. Je vais continuer avec un autre sujet qui relie tout ça, justement. Je vais parler des autopsies. Vous savez que les gens qui meurent de la COVID, sans preuve, sans autopsie, on est les seuls au Québec qui font ça. C'est soit la crémation ou l'inhumation, c'est obligatoire, c'est même contre la volonté des personnes. Puis on est les seuls au Québec. OK? C'est-à-dire que l'exposition maximum est de 3 heures pour tous, la tombe ouverte. Par contre, si la personne meurt de la COVID-19, mais sans confirmation officielle, la tombe va demeurer fermée et le défunt sera mis en terre rapidement. Alors ça, c'est sûr que moi, ça m'a fait mal ici. Là. Puis je ne dois pas être la seule. Moi, je me mets à la place des proches des défunts. Alors, même sans preuve, sans autopsie, tu fermes la tombe, tu ne peux pas voir la personne que tu as aimée de toute ta vie. La tombe va être fermée. Comme j'ai déjà dit à un moment donné, ça peut être normal que la tombe soit fermée pour une personne, par exemple, qui a été brûlée au complet. C'est sûr que ça doit être traumatisant de voir ça dans les derniers moments. Là. Alors là, on peut comprendre que parfois la tombe doit être fermée. Mais pour une personne qui meurt de la COVID non confirmée, alors c'est certain que c'est inacceptable. C'est pas humain. À travers de ça, alors le gouvernement qui exige ces mesures-là au niveau des funérailles. Pourtant, la COVID-19 il y a une question qui a été posée à l'OMS, ok? C'est-à-dire à savoir si il y a une transmission post-mortem. Alors, la réponse de l'OMS, sauf dans les cas de fièvre hémorragique, comme celle due au virus Ebola ou au virus Marburg, excusez,
et du choléra, les cadavres ne sont généralement pas contagieux. Chez les patients décédés de grippe pandémique, seuls les poumons peuvent être contagieux s'ils ne sont pas manipulés correctement au cours d'une autopsie. Sinon, les cadavres ne transmettent pas la maladie. Alors, à se poser des questions. Là, j'ai mis le lien aussi de cette réponse-là de l'OMS. Alors là, je veux parler de M. François Legault, notre premier ministre du Québec, et de ceux qui travaillent avec lui, dont M. Arruda, Horacio Arruda, et M. Dubé, le ministre de la Santé, ainsi que, je ne me souviens plus le nom, excusez, là, je ne l'ai pas marqué. Alors, François Legault, je pense qu'il a fâché bien du monde là, en disant, je le cite, « J'ai trouvé ça très drôle, de voir les enfants se tenir à 2 mètres les uns des autres. » Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a en tête, cet homme-là, là, mais tu as trouvé ça très drôle que des enfants se tiennent à 2 mètres. Je peux pas accepter ça. Et il a parlé aussi, entre autres, du hockey, parce que les Canadiens ont gagné. Ils avaient gagné la partie à un moment donné. Je n'ai pas marqué la date parce que la date ne m'intéresse absolument pas. Mais en tout cas, il y en a qui vont savoir de quoi je dis là. Alors, il a dit que parce que le Canadien avait gagné cette fois-là la partie, il avait dit que le Québec était de bonne humeur. Puis ça, pendant ce temps-là, il y en a qui souffraient, là. Il y en a qui ne pouvaient pas voir leurs proches, puis tout ça, avec toutes les mesures en cours. OK? Pendant que lui s'amusait, là, devant sa game de hockey, là, puis qu'il pensait que le Québec était tout de bonne humeur, là, il y en a qui souffraient de martyr, physiquement et psychologiquement. Puis pendant que les joueurs de hockey peuvent se coller, peuvent s'amuser ensemble, là, nous, on peut pas, il faut se tenir à 2 mètres de ceux qu'on aime. C'est sûr qu'on peut pas accepter quelque chose comme ça. Alors, je vais continuer avec Dr Horacio Arruda, qui est médecin et directeur général de la santé publique du Québec. Il a parlé de libération conditionnelle. Il a dit que on est comme en libération conditionnelle, comme des prisonniers qui ont été libérés du confinement. Puis si on ne fait pas les affaires comme on doit faire, on va rentrer en dedans. Alors, on comprend que le terme libération conditionnelle est en connotation avec des criminels. Les seules personnes autorisées à parler de libération conditionnelle, ce sont les juges. Hein? Alors, de parler comme ça à ces citoyens, de façon intimidante, de façon menaçante, en utilisant un terme qui n'a pas du tout rapport avec nous, qu'on ne mérite pas de se faire parler comme ça, c'est inacceptable. M. Arruda parle des masques aussi, évidemment. Il affirme tout le monde le sait, il affirme à plusieurs reprises que le masque ne protège pas. Pour ensuite nous intimider et nous accuser à tort. Je le cite. Ces gens-là qui ne porteront pas le masque ou en quantité insuffisante, ils vont être responsables, sans le savoir, de la mortalité des gens. Ça, c'est sans preuve scientifique, on le sait là, quand même. Là, il y a plusieurs, ça commence à se découvrir pas mal, là, qu'il y a plusieurs scientifiques là, qui disent que le masque est pas bon. Hein? Et on a une preuve aussi qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, parce que tout le personnel de la santé porte le masque depuis le début, plus les mesures, là, le protocole sanitaire élevé, puis la mort, malheureusement, est toujours au rendez-vous dans les hôpitaux, dans les CHSLD, ainsi de suite. Puis, il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, moi, parce que moi, depuis le début, moi, je me suis pas privée de sortir. Je suis les mesures, j'ai pas le choix, je garde mes distances, je porte le masque lorsque je rentre dans un commerce, j'ai pas le choix, je le fais. Mais j'ai remarqué, parce que moi, je sors depuis le début. Il n'y a pas une journée où je suis pas sortie à l'extérieur depuis le début de la crise, OK? Puis, quand on a commencé à porter le masque, même sous la pluie, les gens le portent.
Alors là, il est mouillé, le masque. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire, ça? Un masque mouillé, c'est la pire chose qu'on peut pas faire là, pour les champignons. Puis il faut faire, c'est pas anodin, là. Quelqu'un qui attrape les champignons, là, dû au masque, à l'humidité, hein, parce qu'on le porte beaucoup. Alors, ça peut se propager dans les poumons, dans les bronches. Et c'est pour des personnes vulnérables, ça peut être très dangereux. C'est les scientifiques qui le disent. Je continue encore avec M. Arruda. Quand il y en a beaucoup qui vont savoir de quoi je parle. Quand il nous dit qu'il peut être un bad boy en lien avec les masques. Puis là, il nous dit ça avec son masque à la main, d'un regard et d'une façon très intimidante. Il s'adresse à tous les citoyens. Alors, il le dit en anglais, je vais vous le dire. Il me dit, I'm telling you, if people don't do what it's supposed to be done, I will be a very bad boy. I can be a bad boy. Very bad boy. Moi, je suis pas capable de le faire comme il fait, là, parce que je suis pas une personne comme ça, mais lui, il le fait d'une façon très intimidante. Il s'adresse aux citoyens. Puis, à travers de ça, dans la même point de presse, il menace de fermer l'économie. Alors, je le cite, il dit « Je peux arrêter toute l'économie du Québec et je peux dire aux Québécois de retourner à la maison parce que c'est une question de vie ou de mort. » Alors là, je fais le lien avec le tableau que je vous ai montré au début. Alors, il nous accuse à tort, nous les citoyens. Là, je continue avec la même gang que le gouvernement Legault. C'est le docteur Jacques Girard, directeur de la santé publique par intérim au CIUS de la capitale nationale. Lui, il dit lors d'un point de presse, le directeur de santé publique peut, sans avoir besoin de recourir à un juge, émettre une ordonnance pour obliger quelqu'un à s'isoler préventivement et exiger que les gens collaborent aux enquêtes et ce, contre leur gré. D'ailleurs, il confirme qu'ils ont déjà procédé ainsi. Puis là, il dit que c'est une disposition légale émise par l'ordonnance qui leur permet justement d'obliger ces personnes-là, contre leur gré, parce que c'est dans l'intérêt public. Puis là, il dit que c'est une technicalité juridique, puis qu'on ne lui demande pas pourquoi comment il peut expliquer ça, c'est les avocats qui gèrent ça. Donc, ils nous garochent ça comme ça aux citoyens. Je continue avec Christian Dubé, qui est le ministre de la Santé du Québec. Lors d'un autre point de presse, qui confirme que les vidéos filmées par les voisins pour dénoncer leurs voisins sont acceptées. Ça, c'est dans le but d'envoyer la police chez les gens. Alors, le gouvernement Legault encourage vivement la délation. Je ne pensais jamais qu'on vivrait ça au Québec. Je pensais jamais, qui aurait cru vivre quelque chose comme ça au Québec? Alors, ce que aujourd'hui je déplore, c'est comment le gouvernement Legault crache son venin sur les citoyens, accuse les citoyens à tort de cette crise-là. Nous savons c'est pourquoi, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment dire aujourd'hui, mais je pense que les gens vont comprendre qu'est-ce que je veux dire. Alors, au niveau des injustices, les acteurs ont le droit à 15 minutes, ils ont le droit de s'enlacer pendant 15 minutes, mais pas, c'est interdit de le faire avec une personne proche. Ça, interdit. Les joueurs de hockey, comme je disais tantôt, ils ont le droit de s'amuser ensemble, mais pas dans les autres sports. Les infirmières avaient le droit de tenir la main à un mourant quand les visites étaient interdites dans les CHSLD, par exemple, mais pas les proches enfants. Ils n'avaient pas le droit de le faire. C'était complètement interdit. Alors moi, je me dis à travers de ça, si l'infirmière avait le droit de tenir la main à un mourant, moi, je n'ai rien contre les infirmières. Là. Au contraire, je lève mon chapeau à toutes ces personnes-là là, de la santé en passant, là, qui font un travail vraiment, vraiment en général. Là, ils font vraiment un bon travail. Là. Ils travaillent très fort, ces gens-là. OK? Mais d'autoriser une infirmière, une étrangère, tenir la main à un mourant, puis d'interdire aux proches,
Pourquoi? C'est quoi la différence? Si elle avait le droit de le faire parce qu'elle portait un masque et tout l'équipement, les lunettes de protection, la jaquette et les gants, pourquoi pas avoir autorisé à des proches de le faire? C'est dégoûtant. C'est incroyable. Et puis, c'est ça. Alors, à travers de ça, où je vais en venir, c'est d'enlever tout espoir aux citoyens. Parce que le gouvernement nous répète sans arrêt. Les masques, faites attention, vous allez être responsable des décès, et tout ça. Puis si vous aimez vos proches, au contraire, il faut que vous vous distancez. Non, non, ça tient pas debout, là, cette histoire-là. J'ai jamais vu ça. C'est du jamais vu dans les annales, là, cette histoire-là. Là. Puis, un très gros danger pour qu'il y ait une augmentation de suicide. Il faut quand même le dire. Hein? On n'a pas les chiffres exacts, mais je suis certaine qu'il y en a plus qu'avant, puis il va en avoir éventuellement plus. Puis le gouvernement, il nous démontre qu'il n'y en a rien à foutre. Il n'y en a rien à foutre de ça. Là, ici, je vais vous montrer, moi, ce que ça m'a fait réfléchir à quelque chose, OK? Mais il faut faire attention. Je ne dis pas que, officiellement, que c'est un crime contre l'humanité. Il faut faire attention. Par contre, ça m'a fait réfléchir à cette situation-là. J'ai lu au niveau de ça, au niveau des préjudices que ça importe sur les citoyens, sur les personnes, sur les humains. Et puis, quand j'ai regardé, c'est quoi les actes de crimes contre l'humanité, que voulez-vous, moi, j'ai accroché sur 3 actes en particulier. J'accuse pas, mais j'ai juste réfléchi à ça. Alors, il y a dans ces 3 actes-là, habituellement, il y a 11 actes contre des crimes contre l'humanité, mais moi, j'en ai retenu 3 ici. Je trouve que ça ressemble pas mal à ça. Alors, l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. Alors, empêcher les contacts physiques de ceux qu'on aime. Moi, ça m'a fait penser à ça. C'est une perception personnelle, là. Ensuite de ça, la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs idéologiques, entre autres. OK? Puis en fonction de d'autres critères universels reconnus comme inadmissibles en droit international. Alors, l'idéologie d'un nouveau normal qu'ils ont décidé, là, les gouvernements, quand ils disent qu'il n'y a aucune possibilité de retour en arrière, d'une vie normale et paisible finalement comme avant. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Là. On ne redeviendra plus jamais comme avant. Alors moi, ça me fait penser à cette idéologie-là, du nouveau normal. Et troisièmement, ici, dans d'autres actes inhumains à caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Alors, pour moi, le gouvernement savait depuis des années ce que vivaient les personnes vulnérables dans les CHSLD. Alors, il savait, ça fait depuis des années, là, ça fait plus de 20 ans là, que c'est comme ça. Il était au courant de ça, de toute la souffrance que les gens pouvaient avoir, des risques de mourir, de souffrir physiquement et mentalement. Alors, je vais conclure en vous disant que c'est sûr que c'est pas normal ce qui arrive, les consignes qu'on nous demande de faire, ce qu'on nous demande de faire. Mais ça a toujours été, on a toujours pris des risques dans la vie. Que ce soit pour aller au théâtre, pour aller dans des rassemblements, dans des spectacles où il y avait plus de 100 000 personnes, dans les parties de maison, en famille. On a toujours pris des risques finalement. Il y a toujours eu quelqu'un qui a eu un virus à un moment donné là-dedans, là, puis qui avait un risque de propager ça. Mais est-ce qu'on va s'empêcher de s'aimer pour ça? Est-ce qu'on va s'empêcher de se voir pour ça? Ça n'a aucun sens. On ne peut pas vivre comme ça. Pour certains, c'est suicidaire. Alors, vous savez ce que vous faites, là, le gouvernement. Donc, c'est certain que vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'on se la ferme. On se la fermera certainement pas. Ça va devenir de pire en pire. Donc, c'est ça. Alors, je me dis que la vie sur Terre, si c'est pour être comme ça, à quoi bon? On va finir là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Francine.